voulais d'ailleurs parler de ça. Je fais une petite introduction de 10 minutes qui sera avec un vrai sujet que je vais appeler aujourd'hui justement le respect des intermédiaires. Et on a après 3 conférences internationales, Isabelle, Andrea et Angela, qui se succéderont jusqu'à ce que Dominique Bourg, qui a l'honneur et la chance de venir nous parler depuis Lausanne, fasse une conférence d'ouverture, je dirais, même si c'est la dernière des 2 jours. Je parle des respects des intermédiaires parce que je vais vous présenter un petit film suite à la réalisation de Romorantin, qui, vous voyez, fait parler d'elle parce que, d'une certaine manière, c'était le premier quartier qu'on avait imaginé avec l'inondation, et c'est vraiment pas de ma faute parce que, eh bien, on avait oublié cette question-là pendant 2 ans, c'est-à-dire que j'ai gagné très classiquement un concours d'architecture. De 2007 à 2009, on a imaginé que les choses seraient belles et construites, comme tout architecte prétentieux que je suis. Et puis en 2009, les services portés par la politique que Laure Tourjanski a présentée ce matin, et donc énoncés par la sous-préfète, m'ont convoqué avec monsieur le maire et avec notre aménageur promoteur. J'étais persuadé que je recevrais des compliments pour avoir bien travaillé sur 2 grands sujets qui étaient celui de la démolition et de la réhabilitation, premier sujet, et celui de la dépollution des sols, puisque on travaillait à ce moment-là sur une usine qui occupait 7 hectares d'une ville et dont le maire avait dû fermer les portes. Ce qui veut dire que pour lui, la crise, elle était celle de la catastrophe économique, 2400 emplois abandonnés, et un terrain qui appartenait à l'équipe Lagardère. À chaque fois, récupérer des terrains privés, c'est pas si simple, mais celui-ci, il l'avait eu pour 1 euro symbolique. Et donc, on pensait avoir des compliments. Mais pas du tout. Quand on arrive, on nous explique que, au fond de la salle, il y a un nouvel acteur qu'on appelle un ingénieur hydraulicien, c'était le bureau Ingérop, qui nous dit, mais très sereinement, exactement comme Laure nous l'a dit ce matin, je suis l'État, je suis la police, on attend 1,20 m d'eau. 1,20 m. Vous voyez, je ne suis pas très haut, mais bon, je m'y connais en dimension, j'ai appris ça en architecture. Plus, vous le pensez bien, 30 cm de précaution, puisque le principe de précaution était en train de se poser. Donc là, on est quand même en 2009. Vous voyez, c'est-à-dire, je le dis bien, 1 an avant Xynthia, et 5 ans avant que Dominique Bourg m'explique, pas à moi, hein, on ne se connaissait pas, mais au Collège de France, que les choses de la compréhension culturelle et inventive passeraient par l'arrivée des aléas. Comme s'il y avait eu une sorte de compréhension de ce qui allait se passer et du retard qu'on était en train de prendre depuis une vingtaine d'années. Je dis ça parce que dans le petit film que vous allez voir, si jamais on arrive à le passer, le journal Le Monde a décidé que ça valait le coup et qu'il fallait le montrer. Mais ce film raconte l'inverse de ce qui s'est passé. Il raconte l'histoire d'un architecte qui a réussi et d'un maire qui pense avoir fait ce qu'il fallait. Mais bon, le film est sympa. Je ne vais pas critiquer le journal Le Monde qui nous autorise à le diffuser aujourd'hui. Il est sorti il y a 8 jours. Vous voyez, c'est récent. En fait, ce qui s'est passé pendant 4 ans, c'est que, 1, j'ai abandonné la totalité des dessins que j'avais faits, ce qui pour un architecte n'est pas rien, que 2, il a fallu changer la culture du déni de l'ensemble des acteurs. J'avais même les pêcheurs qui venaient m'expliquer qu'ils n'avaient jamais vu l'eau monter à cet endroit-là. Et c'était horrible, en fait. Horrible au sens où personne ne voulait croire qu'un jour, l'inondation serait à Romorantin. Et désarmé, mais finalement, sachant que je ne connaissais pas grand-chose, j'ai fait un tour du monde des catastrophes, puisque je pensais que ça serait peut-être un chemin pour comprendre. Et d'une certaine manière, j'ai fabriqué une sorte de ce que j'appellerais vraiment l'architecture aujourd'hui, que j'essaye d'enseigner aux étudiants, mais j'y arrive pas parce qu'à l'école d'architecture, on ne peut pas sortir de l'école d'architecture. Donc ce rapport à la confrontation, j'ai pris une méthode qui est autour de la symétrie des ignorances et autour de la maïeutique. Alors évidemment, on est dans une journée archi-philo, alors Platon, Socrate m'ont aidé, c'est-à-dire qu'en gros, si j'écris un contrat à un maire en lui disant
je vais faire la symétrie des ignorances et la maïotique, il ne va pas le signer. Donc comme j'ai besoin de faire tourner mon bureau, j'ai appelé ça l'évaluation inventive. Ça consiste en quoi? Ça consiste en faire une recherche pour comprendre ce que vous ne savez pas de ce que l'autre sait. Pour le dire vite, je pensais qu'on était sur un problème de réhabilitation, transformation et pollution, alors qu'en fait, depuis 2004, on a gagné le concours en 2007, l'État français réfléchissait à la transformation par l'inondation. Mais ils étaient tellement sûrs qu'ils avaient le bon chemin qu'ils ne nous en ont pas parlé à un certain moment. Ce n'est pas une critique, c'est comme ça tout le temps. Quand je sais des choses, je ne les dis pas, parce que d'abord, un, je suis persuadé que l'autre le sait, et deux, je ne vois pas, et surtout en architecture, on n'a pas l'occasion de le faire, puisque depuis la loi MOP, on est obligé d'envoyer des dessins sans se parler, au nom de la démocratie et de la libre concurrence entre nous. Et donc j'ai passé 3 ans à fabriquer des jeux d'aller-retour, d'itération, entre ce que j'appelle un petit dessin, pour pas qu'il soit trop grand, qu'il ne devienne pas impressionnant, et que l'autre encore ose vous dire « Éric, tu comprends rien, tu t'es trompé, c'est pas bien dessiné, voilà ce qu'il faudrait faire ». Donc je pense que ce métier-là, qui ne veut pas dire qu'on perde la main sur un moment, ce qui est une vitesse de l'eau, ce qui est une hauteur de l'eau, ce qui est un sens du courant, ce qui est un dommage, ce qui est une vulnérabilité, ce qui est une population vulnérable, ne soit pas à l'œuvre. Mais on devient comme une sorte de fusible à ces jeux-là. Et c'est la seule idée que je trouve comme réponse inventive que je peux livrer maintenant depuis ces endroits-là qui font que, vous verrez à la fin du petit film, il remontre un endroit épouvantable, c'est la ville de Mandelieu, 2015 une catastrophe, et 2019 2 catastrophes. Ce qui fait qu'en fait, l'État, vous l'avez compris, chaque fois qu'il y a une catastrophe, remodifie son PPRI, c'est-à-dire qu'il l'agrandit, il laisse à nouveau plus de place aux régulations naturelles, et généralement m'appelle pour faire quoi? Ce que j'avais fait à Romorantin, de tenir dans la main droite le préfet, suivant sa couleur, et dans la main gauche le maire, suivant sa couleur, et quand c'est l'autre couleur, parce que les élections sont toujours là, je change de main. Mais j'en ai toujours 2, je prends beaucoup de courant, et on m'appelle comme fusible, d'un système qui... On a eu un déjeuner qui semble impensable et sur lequel il faut rester humble, mais sur lequel ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Donc, Mandelieu, le maire, est furieux, d'une certaine manière, que l'État fasse rien. Mais en même temps, l'État fait quelque chose qu'il lui propose un PPRI. Pour le faire accepter, c'est généralement là que j'arrive, c'est une sorte de diplomatie inventive, au moment où tout est rouge, et on me demande de parler à un maire qui dit « qu'est-ce qu'on peut encore faire ?» Et Romorantin, c'était ça. Quand la sous-préfète est arrivée, le maire, notre dessin faisait 400 logements, il pensait que tout était possible, et le PPRI disait rien. Alors ils avaient fixé ce jour-là 1 mètre. C'était simple comme échelle, j'aime bien les échelles simples. Il s'était dit, au-dessus d'1 mètre, on ne fait rien, en dessous d'1 mètre, on pourra faire. Donc j'étais à 1 mètre, la rivière était rouge avant l'usine, rouge après l'usine, et donc le maire ne pouvait rien faire, c'est pour ça qu'il était debout sur la table, parce qu'il n'avait plus ses emplois, il avait une ville, une centralité, et j'ai eu l'idée d'aller faire des niveaux de repérage. Et on s'est rendu compte que l'usine qui était énoncée comme seule naturelle, je dis bien seule naturelle, était après 3 siècles, de mon point de vue, un seul artificiel. Et les 3 siècles avaient fabriqué 3 couches de 10 cm, 30 cm, ce qui m'a permis de faire passer la cote réelle d'1,20 m à 90, donc de dire on pourra peut-être faire quelque chose. Il m'a fallu 1 an pour trouver ces 30 cm. Je dis bien 1 an, donc vous voyez bien, ce n'est pas un dessin, c'est à nouveau une symétrie des ignorances, une maïotique dans l'ensemble. On a eu le droit de faire, et le décret, je dirais, finalement de 2019 valide ça, on a eu le droit de faire un projet sous condition. Sous condition, ça veut dire qu'on va se parler pour savoir où on met la fléchette entre l'abri d'un côté et l'ouvert de l'autre. Ni trop abri étanche qui nous couperait de la nature et même des hommes, ni un ouvert flottant qui nous, finalement, laisserait naviguer de façon instable au fil des eaux. Et j'aime bien quand l'architecte ne prend pas l'arbitrage final, quand il ne fait que des dessins pour savoir où on veut mettre les choses. Il a été question des plus vulnérables, par exemple les personnes âgées. L'État ne voulait absolument pas de personnes âgées à proximité des zones inondables. Mais quand vous faites un dessin en disant « mais si on ne les met pas là, on va les mettre où? À 5 km du centre-ville, loin des commerces, plus rien n'est possible à pied, on va reconstruire une route de plus dans la Sologne, puis on va désartificialiser ». À ce moment-là, des vraies conversations, ça s'appelle en gros des engueulades, se font jour. Et quand les engueulades sont là, je suis d'une certaine manière tranquille du rôle de fusible qu'on m'a confié. L'idée derrière, c'est de fabriquer malgré tout une synthèse inventive, et c'est ce que je suis en train de faire. À Mandelieu, le maire est
plus que furieux quand j'arrive. Et d'ailleurs, quand j'arrive, il me le dit maintenant, parce que les gens ne vous disent jamais la vérité le premier jour. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce crétin d'expert qu'on m'a envoyé de Paris? Je suis à Mandelieu, je saurais faire tout seul. Donc il faut se faire, pas aimer, mais il faut se faire au moins accepter jusqu'au moment où la conversation peut prendre. Et je dis ça parce qu'on vient de me confier une nouvelle mission qui, à mon avis, est impossible. C'est que suite à la tempête Alex, les vallées Vésubie et Roya, et Laure Tourjanski a montré une photo d'une situation de transformation des lieux absolument impensable, est à l'œuvre. Et on m'a confié, vous avez compris, de faire ce rôle de fusible, un an après que le préfet Xavier Pelletier s'est occupé de ce qu'on pourrait appeler la reconstruction des réseaux, des routes, d'une reprise de la vie. Alors, l'État français, et ils font toujours une blague en ce moment parce que c'est les élections, appellent ça, puisqu'on n'a pas le droit de dire « build back better », en français on doit le dire en français, donc ils appellent ça la reconstruction en mieux, si vous voulez vite, ça fait LREM. Donc c'est un vrai slogan du printemps prochain, c'est ce qui doit se passer. Je vous dis ça parce que cette maïotique, cette façon de parler à la Socrate ne peut pas être enseignée, bien que j'y pense tous les jours, et ne peut pas être racontée. Et pourtant, je pense que là, il y a le sens de toute l'architecture. Donc je vous laisse maintenant, si on peut le projeter, et puis j'inviterai successivement Isabelle, Angela et Andrea, ou Isabelle, Andrea et Angela, et surtout, je laisserai à Dominique le soin de nous ouvrir les yeux ce soir. Et les questions, si vous voulez, on pourra se mettre là, auront lieu qu'après, mais je vous montre un film à l'hommage d'un architecte, d'un maire, et d'une crise qui semble évidente, sachant que Romorantin, c'est une crue lente, mais ça aussi, j'y pense à ce que j'appellerais l'adaptation des personnes à l'aléa, c'est-à-dire qu'on ne pourra y arriver que si on s'entraîne progressivement. J'ai, de mon côté, appris à travailler d'une certaine manière la crue lente. Mandelieu, c'est une crue rapide, c'est le bas de la Méditerranée, je dis rien, mais ils m'ont confié un problème de submersion sur le bas de la descente du Riou. Et les crues de la Vésubie sont quand même des crues torrentielles, avec un dernier élément qu'on appelle du transport solide. C'est-à-dire que quand j'y étais allé, on y était allé avec Laure, on pensait voir de l'eau traverser les maisons, et en fait, vous avez des maisons qui sont remplies de rochers qui font la taille de une maison presque, et là on se dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais je vous montre un film tel que on continue à penser qu'un architecte et un maire vont à eux deux et leur grande force régler le problème. Il n'en est rien, mais le film est sympa quand même. À tout de suite. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Nous arrivons du Québec, en effet, mais vous allez très vite réaliser que toutes les deux, nous avons un accent français, puisque nous sommes françaises d'origine, mais ça n'empêche pas que nous allons vous présenter un sujet extrêmement intéressant et aussi un projet qui est en cours. Donc, ça fait un petit parallèle avec la présentation de ce matin. La question étant forcément de comment aménager, comment réaménager des collectivités résilientes. Et on vous emmène à Saint-André-d'Argenteuil, vous allez voir, qui est une petite ville au nord-ouest de Montréal, qui en fait est un laboratoire sur lequel nous sommes en train de travailler. Alors nous, c'est mon équipe et moi, donc je suis professeure à l'école d'urbanisme et d'architecture du paysage, et je suis aussi directrice de l'équipe de recherche à réaction, et j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous faire cette présentation avec mon étudiante au doctorat, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Anne-Laure Fakirov. Après des études de droit, je suis venue faire une maîtrise en urbanisme à Montréal et j'ai entamé un doctorat juste après avoir rejoint l'équipe de recherche d'Isabelle à l'Université de Montréal. Tout à fait. Et ce qui est vraiment très intéressant avec tous ces jeunes professionnels, d'ailleurs j'en ai un aussi dans la salle, Valentin qui est venu nous écouter, c'est qu'ils ont tous des expertises qui font que forcément les projets sont encore plus intéressants. Vous voyez aussi que nous avons eu le plaisir d'accueillir la semaine dernière Eric, qui est venu pour voir ce territoire en métamorphose, pour reprendre son terme, et puis peut-être aussi, on espère, pour réfléchir avec nous sur le futur de cet espace. Alors, 3 grandes thématiques aujourd'hui, de la vulnérabilité à la résilience, forcément
forcément, il faut faire des diagnostics de risque pour pouvoir comprendre ensuite comment les réaménager de manière résiliente. Ensuite, un contexte en évolution. Je suis géographe de formation, donc j'aime bien comprendre, nous aimons bien comprendre les contextes pour pouvoir ensuite réfléchir à des stratégies possibles. Et puis, enfin, cette démarche innovante et co-construite à Saint-André-d'Argenteuil. Le mot co-construction est de plus en plus utilisé, un petit peu comme le mot résilience au Québec, parce qu'il est essentiel d'intégrer l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir arriver à avoir une acceptabilité sociale et politique de nos travaux. Alors, cette démarche innovante, en fait, elle est financée. Moi, j'ai beaucoup de financement des ministères, en particulier le ministère de la Sécurité publique. Et donc, c'est vraiment financé ici par le cadre pour la prévention de sinistres. Et ce projet, l'objectif, donc c'est le projet Amerzi et le projet REX. Et ces deux projets sont très, très complémentaires. Donc, le REX, c'est vraiment travailler sur des retours d'expérience des inondations pour comprendre ce qui s'est passé, les enjeux, et puis aller vers des arbitrages qui soient positifs. Et puis ensuite, le projet Amerzi, c'est vraiment développer une méthode avec des indicateurs, donc une méthode multicritère. Le ministère de la Sécurité publique s'est rendu compte que quand il travaillait sur les dommages, il travaillait beaucoup sur des dommages aux bâtiments, avec des calculs très stricts. Et puis on se rend compte que finalement les dommages, c'est aussi l'insensible, donc c'est aussi le psychosocial, c'est aussi l'environnemental, c'est aussi la fiscalité municipale. Donc nous travaillons là avec eux pour pouvoir intégrer ces autres indicateurs dans les formules. Forcément, on va vous apporter quelques petites définitions. Donc, première définition de la vulnérabilité qui s'inscrit dans une volonté d'aller construire plus de durabilité sur le territoire. Donc là, c'est un schéma qui a été développé par mon collègue Antonio d'Acunha. Donc, l'objectif étant de diminuer la vulnérabilité, d'accentuer la résilience pour aller vers plus de durabilité, mais aussi de s'assurer que les projets qu'on va co-construire, vont non seulement permettre de renforcer cette résilience, mais aussi de travailler sur la transition énergétique et donc de s'assurer qu'on va construire des îlots de fraîcheur tout en ralentissant l'eau. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis ensuite, vous le voyez à côté, ça c'est la méthode qui est développée en collaboration avec la sécurité publique et c'est vraiment non seulement d'avoir une hiérarchisation de la vulnérabilité, mais ensuite d'avoir des prescriptions en aménagement du territoire selon le niveau de vulnérabilité. Alors je vais laisser Anne-Laure vous présenter notre définition de la résilience. Oui, parce que la résilience, c'est un terme qu'on entend beaucoup, très polysémique. C'est notamment, en fait, la raison vient du fait qu'il y a une multitude de disciplines, c'est parti des sciences physiques, ensuite les sciences sociales, l'environnement et autres, qui ont contribué en fait à la polysémie de ce terme. Donc en fait, on a notamment un passage de la théorie à la pratique qui a altéré le concept de résilience. Ici, dans le cadre de cette présentation, on va vraiment l'appliquer au territoire, au milieu urbain. Et donc, on a en fait plusieurs définitions qui nous sont données. La première est issue du ministère de la Sécurité publique du Québec. Elle nous parle vraiment en fait de l'aptitude d'un système qui a été exposé à des aléas, à s'adapter en résistant ou en changeant, en vue d'établir ou de maintenir en fait un niveau acceptable des structures. On a une autre définition qui nous vient de chercheurs. En fait, les deux dernières définitions sont issues d'auteurs, de différents auteurs. Donc, la seconde d'Isabelle, notamment, se penche vraiment sur le fait qu'il faut des stratégies concertées, aussi bien d'anticipation que d'adaptation, pour renforcer cette capacité de résilience du système, des communautés. Tandis que la troisième définition, elle aussi issue de différents auteurs, en fait, se penche vraiment sur la survie, l'adaptation, mais aussi la croissance, quels que soient les stress chroniques auxquels un système peut être exposé. Tu peux mettre la suite. Merci. Donc, on a vraiment cherché à objectiver la résilience, c'est à chercher à opérationnaliser la résilience, ce concept qui a été pendant longtemps très théorique. Et pour ça, il a fallu développer des indicateurs. Donc, ces indicateurs se sont développés et ont vu le jour grâce à une collaboration interdisciplinaire et aussi la concertation de différents acteurs. Donc là, vous pouvez voir sur cette citation qu'on met vraiment de l'avant des méthodes collaboratives et on essaye d'inclure un ensemble d'acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, que ce soit des professionnels ou des habitants. Donc voilà, ici, vous pouvez voir les différents critères qui ont été retenus par notre équipe à Réaction.
Pour les citer rapidement, donc on a la diversité, l'équité, l'autonomie, la transparence, la compatibilité des données, la robustesse, l'inclusion, la redondance, l'éducation, la rigueur, l'intégration, l'innovation, la flexibilité et la réflexion. Donc cet ensemble de critères nous viennent de différentes sources, notamment de l'ONG 100 Resilient Cities, qui est issue de la Fondation Rockefeller. Mais on s'est aussi inspiré de différents auteurs, chercheurs, tels que André Dauphiné ou Damienne Provitolo, ou encore Isabelle. Voilà, alors il faut savoir qu'actuellement, au Québec, on est dans un cadre en pleine reconstruction, en pleine transformation, face aux différentes crues qui ont affecté le Québec, que ce soit en 2011, en 2017 ou en 2019. Il y a eu en fait une véritable prise de conscience de la part du gouvernement du Québec, qui a cherché donc à répondre aux différents enjeux auxquels on était confrontés. Donc, suite aux inondations de 2017, c'est le ministère de la Sécurité publique qui a élaboré un plan d'action en matière de sécurité civile face aux inondations, qui a pour objectif en fait de renforcer différents domaines de la gestion du risque, à savoir la prévention, la préparation, la connaissance et la gestion du rétablissement. Ensuite, suite aux inondations de 2019, là c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a également pris des actions pour élaborer cette fois-ci un plan de protection du territoire face aux inondations. Et donc ce plan se divise en 4 axes. Donc le premier axe, c'est cartographier. Le deuxième, c'est régir et encadrer. Le troisième, c'est planifier et intervenir. Et le troisième, c'est communiquer. Donc, par la suite, l'an dernier, à la même période, on a un projet de loi, le projet de loi 67, qui a été déposé par le gouvernement et qui vise vraiment en fait à gérer dans le temps présent les inondations, les zones inondables des lacs et des cours d'eau du Québec. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire transitoire dans l'attente du prochain cadre qui est actuellement en cours d'élaboration par le ministère de l'Environnement du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. Donc on travaille actuellement avec l'équipe pour ce futur cadre. Absolument. C'est ce qui est vraiment passionnant, c'est que non seulement on travaille sur des projets, mais on travaille aussi avec les ministères pour faire partie de ce changement. Donc on est vraiment dans ce grand chantier. Et on fait aussi parler en fait le territoire. Du coup, les ministères se rendent compte de ce qui se passe sur le territoire, et puis le territoire se rend compte de ce qui est possible ou non. Il y a aussi toute une cartographie, une nouvelle cartographie de l'aléa qui est en cours avec une méthode homogène enfin. Et puis nous, on est en train d'apporter la méthode d'analyse de vulnérabilité et de résilience. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que je sais que nous sommes dans des temps qui sont comptés. Donc, Saint-André d'Argenteuil, vous voyez, des inondations. Eux, la grande difficulté, c'est qu'ils ont été inondés en 2017 et en 2019. Bon, c'est 3 petits villages, en fait, qui ont été fusionnés. Et ensuite, vous voyez ici, on l'a localisé dans la MRC d'Argenteuil, avec les zones inondables. Donc, ce qui est en bleu, ce sont les zones inondables 0-20 ans et 20-100 ans. La cartographie va faire qu'on va changer ces termes, parce que les gens se disent « Oh bon, je suis dans une zone inondable 0-20 ans, j'ai été inondé, donc, comme on disait tout à l'heure, du coup, je ne vais plus être inondé en 100 ans, 350 ans, etc. » Or, ben non, pas du tout. Et on le voit très bien, entre 2017 et 2019, malheureusement, l'occurrence peut être très différente. Ici, on a cartographié les secteurs dont je vais vous parler. Donc, vous voyez, très important, le secteur de la Baie-Carillon, le secteur de la terrasse Robillard, le secteur de la rue Fournier, aussi Saint-André-Est. Ce qui est très, très intéressant avec ce projet, c'est qu'il a un portage politique. En fait, c'est que le maire, que nous avons rencontré aussi avec Éric, est venu nous chercher. Il nous a entendus, moi, plusieurs collègues ont parlé beaucoup dans les médias, et il est venu nous chercher pour nous dire, mais écoutez, moi j'ai une petite municipalité, j'ai un enjeu majeur, mes citoyens sont à risque, aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver, à concevoir un projet, et un projet où non seulement on va éventuellement déplacer, mais on va les remettre, on va avoir des options, des stratégies pour qu'ils puissent rester dans ma ville, dans notre ville, et pas qu'ils partent, parce que c'est quand même un enjeu, c'est difficile de dire à des citoyens, il faut absolument que vous vous déplaciez, mais oui, mais on va où? Surtout avec les prix, avec la Covid, on voit très bien que les prix du foncier ont vraiment beaucoup augmenté. Donc c'est une réflexion d'ensemble, et c'est la beauté de ce projet qui vraiment nous a beaucoup attirés.
Alors, en tant que géographe, moi j'aime les cartes, très important de comprendre le territoire. Donc vous voyez que petit à petit, des années 50 aux années 2021, voilà, on en est ici. Alors, c'est ça qui est intéressant, puis que j'aime beaucoup, on peut faire le lien avec les conférences d'hier et d'aujourd'hui, c'est le temps, l'importance du temps, l'importance de l'espace, et puis aussi l'importance de l'habité et du non-habité. Donc vous voyez très bien que petit à petit, les citoyens, on le sait, on aime l'eau, donc se sont rapprochés de l'eau, mais si vous regardez en rouge, mais c'est un petit peu difficile à voir, en 2021, on voit aussi finalement les enjeux actuels qui sont plutôt les enjeux de dents creuses, parce que comme certaines maisons ont été inondées à plus de 50%, eh bien l'État a imposé qu'elles soient détruites, et donc finalement on a un territoire qui commence à être en québécois mité, on parle de mitage, et c'est là aussi que la nature se réinvite dans les quartiers, et ce n'est pas toujours une nature voulue, hein, donc c'est aussi un questionnement qui est assez intéressant. Alors, pour pouvoir comprendre le territoire, il faut absolument avoir des données, et des données qui soient rigoureuses. La rigueur fait qu'on va avoir une certaine transparence et une acceptabilité des citoyens et des élus qui doivent comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez ici, c'est la nouvelle méthode qui est en construction, gestation, on ne peut pas trop en dire, mais là ils ont un petit peu plus repris la méthode anglaise, donc zone inondable 100 ans avec des profondeurs. Donc on va utiliser les profondeurs, on milite beaucoup pour utiliser les vitesses aussi, je sais qu'en France on le fait, parce que forcément la vitesse de l'inondation, la vitesse du courant est fondamentale pour pouvoir apporter des solutions éclairées. Donc vous voyez ici nos fameux 3 secteurs, et vous voyez que quand même, par exemple Terrastre-Robillard ou encore Bec-Carillon, vous pouvez avoir plus de 90 cm d'eau, ce qui est quand même plutôt élevé. On a aussi développé une méthode d'analyse de la vulnérabilité. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ce qu'on est en train on est en train de former, finalement, les fonctionnaires du MAMACH pour qu'ils l'utilisent. Et cette méthode d'analyse de la vulnérabilité, elle est très intéressante parce que l'objectif, c'est de cartographier non seulement une vulnérabilité sociale, donc qui est sur le territoire, une vulnérabilité territoriale, donc les fameuses infrastructures essentielles, les infrastructures d'intérêt aussi, le patrimoine, on veut quand même protéger le patrimoine. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre aussi les enjeux d'accessibilité, parce que forcément, un territoire qui n'est pas accessible est un territoire qui est vraiment à risque. Et vous voyez aussi, ici, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on agrège les données, mais c'est très important aussi de savoir ce qu'il y a derrière les données agrégées. Donc après, on désagrège, et puis on va voir, on peut montrer ici, par exemple, le secteur de la Terrastre-Robillard. Vous voyez quand même qu'il y a, encore une fois, plus de 1 mètre d'eau. Donc, ça veut dire que les secours ont beaucoup de difficultés pour y aller. Et d'ailleurs, avec le mitage, grâce à nos retours d'expérience avec les pompiers, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne passent plus du tout par la route. Maintenant, ils y vont par bateau pour pouvoir aider les citoyens qui sont restés. Les fameux Gaulois, comme ils les appellent. Donc, on finit par une analyse de risque, comme vous pouvez voir ici, forcément, quel couplage entre l'aléa et la vulnérabilité. Et à côté, vous avez la carte qui montre le risque potentiel, et puis à côté, la réalité, c'est-à-dire les inondations de 2017-2019, avec en effet parfois plus de 1 mètre d'eau. Ça aussi, quand on parle d'évolution du territoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, actuellement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a beaucoup de mitage. Et donc, vous voyez, c'est très difficile. Quand on réfléchit à la recomposition d'un territoire, c'est comme si on avait un pulse, mais ici, il y a des pièces du pulse qui commencent à se transformer, à manquer. Il faut qu'on redessine finalement cet espace, et la grande contradiction, et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur les politiques et les règlements, c'est que sur un même territoire entre 2017 et 2019, vous avez des maisons qui ont pu être consolidées, vous avez des maisons qui ont été, on dit immunisées, c'est pas vraiment un bon mot, mais plutôt adaptées, et vous avez des maisons qui ont été détruites parce qu'elles étaient trop inondées. Et vous avez un territoire où on se dirait, mais il faudrait renaturaliser parce qu'il est vraiment à risque. Donc c'est ici qu'on se rend compte qu'il faut absolument développer des outils, faire un suivi sur ces outils et puis être cohérent. C'est pour ça que là, c'est vrai que nous, on est plutôt urbanistes. Ce qui est très important quand on travaille sur un bâtiment, c'est ce bâtiment, où est-ce qu'il est ? Et du coup, on travaille beaucoup, nous, au niveau de secteurs, pour s'assurer que les secteurs soient viables. Alors, Saint-André d'Argenteuil, on y arrive, c'est une démarche co-construite. Ce qui est très, très important, et c'est vraiment aussi l'Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les différentes parties prenantes pour s'assurer d'une acceptabilité politique et d'une acceptabilité sociale. Donc, vous voyez ici, on a différents types d'acteurs, de parties prenantes avec lesquels on travaille. Donc, la municipalité, les professionnels, les ministères, très importants, les organismes régionaux, donc l'organisme de bassin versant, par exemple, la MRC, et puis les citoyens.
Alors les citoyens, on a trouvé un outil, on appelle ça les comités. Donc ici, c'est le comité rivière avec un S, parce qu'on a 2 rivières. Et ça nous permet en fait de pouvoir discuter avec ces citoyens des enjeux. Et ensuite, ça percole dans les différents quartiers. On s'est assuré aussi d'avoir des citoyens qui étaient pour et d'autres qui étaient contre le projet. Comme ça nous permet d'avoir une représentativité assez intelligente. Donc ça, ce sont des dessins qui ont été faits grâce à des enquêtes auprès des citoyens pour l'imaginaire. Qu'est-ce que vous voudriez? Et donc vous voyez ici un retour à la nature, puis un retour à la nature qui permettent d'aller pêcher, qui permettent finalement d'avoir un accès à cette nature. Cette nature qui actuellement est très déstabilisée par la pollution, par les espèces envahissantes, etc. depuis l'inondation. Aussi aménager la zone inondable. Donc ça, c'est plus le maire qui aimerait bien avoir des berges et puis avoir un accès à ces berges, puis le mitage, mais finalement l'utiliser pour que les gens puissent venir s'asseoir, des espaces de cohabitation. Oups, il me dit 5 minutes. Là, ça va être difficile. Bon, alors on continue. Et puis aussi, évidemment, la durabilité, donc refaire de la densité en ville. D'accord. Donc rapidement, il faut savoir que ce projet a cherché à encourager en fait le développement d'activités pédagogiques dans le cadre universitaire. Donc il y a eu 2 cours de maîtrise, un en aménagement, risques et enjeux urbains, et un de patrimoine et paysages, qui ont permis aux étudiants, dont moi, de participer à la réflexion. Donc en fait, on a élaboré différents scénarios. Par exemple, on vous en présente quelques-uns ici. Donc, la relocalisation, j'en parlerai un petit peu plus tard, la relocalisation des secteurs Terrasse-Robillard, celui de la baie Carillon, mais aussi de la rue Fournier, vers une zone non inondable. Un autre scénario, comme vous pouvez le voir sur le modèle de stratification des fonctions. Donc ça, en fait, ça repose sur une approche spatio-fonctionnelle des unités de logement pour qu'elles composent avec l'eau. L'élément végétal y est omniprésent, aussi bien dans la conception architecturale que la composition volumétrique, pour en fait permettre une absorption rapide et naturelle des eaux. Donc on a vraiment une stratification de vocation par espace. Il y a 3 niveaux dans ce logement. Le premier est un vide sanitaire hermétique d'1,50 m qui n'a que cette fonction-là. Le second est conçu avec des meubles amovibles, en fait, loin des services essentiels du logement. Et le 3e niveau, lui, ce sont les chambres, le salon, la salle de bain, etc., qui permettent vraiment, qui en fait est un niveau protégé par les 2 niveaux inférieurs et qui ne peut être inondé. Un autre scénario concerne la restauration des berges et des bandes riveraines. Donc on a essayé de stabiliser les berges, notamment avec des plantes, des structures racinaires qui permettent de retenir le sol, qui permettent aussi en fait de préserver une eau de qualité et d'éviter, on va dire, la contamination du sol avec des polluants, etc. Donc on a différentes strates de plantes qui sont conservées, les herbacées, les arbustes, les arbres. Le dernier scénario, lui, se penche sur la valorisation des espaces publics. Donc pour ça, on a vraiment conçu en fait des promenades piétonnes, des balades ou des observatoires pour observer la faune et la flore. Alors, voilà. Donc, phrase d'Isabelle, les villes sont au cœur de la question des changements climatiques. Leur avenir dépendra de notre capacité à inventer des espaces urbains habitables, justes et résilients. Alors, on va continuer de manière très rapide, en prenant un petit peu plus de temps, parce que ce serait dommage que vous n'ayez pas l'enquête, le scénario qui se passe. Donc là, c'est vraiment le projet du maire. Donc le projet du maire, trois grandes thématiques, renaturalisation et relocalisation, aménagement innovant en zone inondable, et puis enfin, reconstruction et adaptation. Ces 3 scénarios partent, enfin, l'objectif, c'est de les construire petit à petit, de manière quand même synchrone, hein, au même moment, pour arriver à un aménagement homogène au niveau du territoire. Donc, la réorganisation spatiale. Donc, en fait, ici, c'est la relocalisation de la population dont je vous parlais. On a 172 habitations à Saint-André-d'Argenteuil en zone inondable. Il faut savoir que Saint-André-d'Argenteuil, c'est à peu près 3000 habitants. Et donc, en fait, pour ce scénario, on a essayé de composer avec les besoins des habitants pour savoir ce dont ils auraient besoin, évidemment, dans un secteur en zone qui n'est pas inondable, donc dans un secteur non à risque. Donc, ils voudraient un quartier vert, la création de liens entre les différents habitants, une proximité à l'eau, mais aussi une accessibilité aux rives, car beaucoup de maisons actuellement en fait, ont un accès privé à ces rives, à l'eau. Là, on aimerait le rendre à nouveau collectif. Donc vous voyez ici, c'est vraiment un dessin qui a été fait avec le maire.
La difficulté, pour l'instant, de la réorganisation spatiale qu'il voudrait, c'est que certains quartiers, puis c'est ce que disait Eric la semaine dernière, bon, il faudrait peut-être changer la couleur des pinceaux, parce que un quartier où il voudrait relocaliser la population est quand même un quartier à risque, même si c'est un risque moyen. Alors que dans l'équipe, on va plutôt prôner finalement un réaménagement qui soit assuré dans des zones qui ne sont pas du tout à risque. Bon, mais l'objectif aussi, après une crise, c'est de saisir les opportunités. Dans ces opportunités, en effet, ça va être de renaturaliser, comme on peut, les zones qui sont de grande nature, de grande importance du point de vue de la nature, offrir un accès public aux berges, en effet, et puis ensuite adapter les quartiers existants, et puis créer des espaces communautaires conviviaux et de cohabitation. Donc permettre à la ville de se reconstruire et puis de garder ses habitants. Donc, bon, là je vous présentais le scénario du maire. Nous travaillons en effet sur un autre scénario, parce que forcément ce qu'on veut, c'est qu'il soit acceptable du point de vue de la réglementation qui arrive, donc qui est en train de se faire par le MELCC, et aussi qu'il soit finançable. Parce que là, le MAMACH a sorti son fameux plan, et ça c'est formidable, hein, plan de protection du territoire en zone inondable constructible, et ce plan vient avec un appel à projet. Et donc nous, l'objectif, ça va être de développer un projet qui soit finançable par le gouvernement. Et aussi, on s'assure qu'on ne va pas remettre les citoyens en danger. La grande difficulté, c'est que, et puis en même temps, je vais vous mettre la conclusion, c'est qu'on a vu un très grand changement de la perception du risque depuis 2 ans. Juste après les inondations en 2017, les citoyens voulaient partir. Hein, contrairement à ce qu'on voit dans certains cas, là, 2 ans d'inondation, ils voulaient vraiment partir. 2 ans après, là, on a eu de la sécheresse. Avec la Covid, les maisons ont pris beaucoup de valeur à l'extérieur de Montréal, parce que les gens ont besoin de la nature. Et donc maintenant, c'est extrêmement difficile de pouvoir les faire se déplacer. Donc il va falloir, avec beaucoup de pédagogie, travailler sur ces enjeux. Bon, donc là, ce sont des ingrédients hein, de réaménagement des collectivités résilientes, avec forcément, donc on l'a dit dans la première slide, avoir une réglementation importante, adaptée, favoriser la continuité du tissu urbain. On voit très bien qu'ici, on a un tissu urbain en déstructuration avec du mitage. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces espaces ? Protéger les ressources naturelles et favoriser la relocalisation et la renaturalisation dans les zones où le risque est le plus élevé. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Anne-Laure et Isabelle. On va inviter l'agent Smith, qui est bien là, juste pour dire un mot. Cet après-midi, ça s'appelle « Imaginer et partager des abris ouverts ». Et vous avez compris qu'il était plus facile de les imaginer que de les partager, parce qu'une fois qu'Isabelle et Anne-Laure ont fait la grande carte de renaturation du bord du Saint-Laurent, qui, entre nous soit dit, est à peu près plus large que la Seine et chérit quand même quelques icebergs au printemps, donc on se demande ce qu'on va pouvoir faire, vous montez dans la voiture du maire qui vous dit, là, j'ai prévu que les 200 maisons allaient partir, et en fait, vous vous rendez compte au fur et à mesure de la petite balade qu'elles sont toutes en train de se reconstruire pour ceux qui sont riches, ou de se déconstruire pour ceux qui sont plus vulnérables, et qu'on sait qu'avant que les 200 maisons puissent être relocalisées, eh bien, c'est pas demain, mais ça n'empêche pas d'y participer. Un grand merci, l'agent Smith qui est là. Bonjour à tous, merci de nous avoir permis de contribuer à ce colloque. Du coup, on ne voit pas très bien, je pense, mais je vais aller vite sur la première image. Nous, on est une jeune agence d'architecture de 8 associés, architectes et urbanistes, et on s'est réunis sur une question de projet qui touchait à la ruralité et aux milieux sensibles, on va dire, avec une spécificité pour les risques naturels et plus spécifiquement littoral, mais pas que. Donc sur différents territoires ruraux, Normandie, Massif central, et puis celui qu'on a choisi de présenter pour cette contribution, il se trouve en Martinique. Et c'est un projet qu'on a commencé à l'échelle territoriale et urbaine dans un cadre académique, scolaire, on était étudiants en post-master, et aujourd'hui il se prolonge dans un cadre opérationnel et plutôt à l'échelle architecturale. Du coup, il confronte à la fois des hypothèses conceptuelles, on va dire, et puis une réalité opérationnelle qui sous-tend tout un tas de questions. Et du coup, pour cette contribution, on a essayé, à partir de la pratique et de la description d'un projet, de prendre un détour philosophique et une posture, ou plutôt une question, on va dire, plus large, qu'on a détaillée ici dans le plan, donc, et de se poser la question en quoi le changement climatique ne serait pas finalement une opportunité de réaffirmer une culture locale. Alors on va voir comment, mais
Dans un premier temps, c'est en repartant des dynamiques paysagères et puis d'une histoire socio-environnementale. Donc là, on va plutôt explorer la question de l'échelle territoriale et du projet urbain. Et puis ensuite, on ira voir la question du logement et du quartier. Et enfin, la troisième partie, c'est peut-être elle qui s'ouvre un peu plus sur une question philosophique, où on s'est appuyé sur différents travaux, et notamment ceux de Malcolm Ferdinand, qui est ingénieur en environnement martiniquais et docteur en philosophie politique. Du coup, la première question, en fait, c'est que le moteur, on va dire, du projet et de la question qui nous était posée, c'était de la montée des eaux. Parce que, donc, on se situe en Martinique, sous les tropiques, donc entre la plaque caribéenne et la plaque atlantique. Donc, c'est un arc d'îles où on a une très forte sismicité, la zone 5 est la plus élevée. Et puis, le Prêcheur, du coup, c'est un petit village qui se situe au nord Caraïbe de la Martinique. Et avec une spécificité, c'est qu'on ne fait pas le tour de l'île en voiture, donc c'est ce qu'on voit sur cette carte. Et du coup, on est à la fois dans la fin, on va dire, de l'aménagement de l'île, et puis le début d'une forêt tropicale Nord-Caraïbe. Donc c'est un village de 1500 habitants, à majorité d'habitants informels, et du coup, les questions écologiques, d'aléas naturels et économiques d'habitat informel, elles se conjuguent un peu dans la stratégie de territoire, au travers, notamment quand on revient à l'étymologie, oikos, nomos pour l'économie, oikos, logos pour l'écologie. Finalement, il y a d'un côté les règles, de l'autre côté le langage, et ce qui les réunit, c'est l'oikos, donc l'habitat, dans ses dimensions spatiales et culturelles, et qui est finalement le travail des architectes et des urbanistes. Donc rapidement, je ne vais pas les passer un par un, mais on est soumis à la quasi-totalité des risques naturels connus, excepté l'avalanche, mais on a quand même une avalanche de boue et de pierres qui s'appelle les lahars, donc qui dévalent les corridors hydrographiques. Donc là, c'est tous les risques, tous les aléas superposés. En réalité, il faudrait que ce soit tout rouge parce qu'on est en zone sismique 5. Et on voit bien que l'ensemble quasi de l'habitat est concerné. Donc alors on ne voit pas très bien, je suis désolé. Une des premières démarches qu'on avait enclenchées, c'était de faire comprendre que le littoral, ce n'était pas une frontière entre la terre et la mer, mais qu'en fait, c'était véritablement une épaisseur entre l'ensemble des aléas naturels qui vont de la terre vers la mer, donc l'hydrographie, les lahars, les inondations. Et puis la montée des eaux, le cyclone et la houle cyclonique, c'est plutôt des aléas naturels qui vont de la mer vers la terre. Du coup, on a une bande comme ça qui se retrouve à l'interface entre ces deux familles de mouvements, sur une géographie mobile et sensible, et c'est là où en fait la majorité de la population et des équipements résident. Donc quelques images pour se projeter dedans. C'est assez loin de la carte postale qu'on peut avoir de Martinique, parce qu'on est sur un territoire préservé du tourisme, et on voit bien que le village est directement soumis, il n'y a quasiment plus de plage, ils ont perdu jusqu'à 200 mètres en 60 ans. Donc c'est directement soumis à la houle cyclonique et aux avancées d'érosion côtière. Et on est sur un territoire particulièrement marqué par une agriculture vivrière et maraîchère, à la différence des grandes exploitations qu'on va avoir dans le sud. Donc pour dresser la stratégie, on s'est un peu intéressé à l'histoire. Et ici, sur cette carte, on voit que avant le 19e siècle, en fait, le littoral était peu occupé. Et la plupart des habitants vivaient dans l'arrière-pays, dans les mornes. Donc c'est les reliefs qu'on voit sur la carte. Et le littoral servait uniquement aux activités commerciales et de pêche nourricière. Donc c'était plutôt une interface de mobilité et d'échange que de sédentarité, on va dire. En 1902, la première éruption connue, répertoriée dans les livres d'histoire de la montagne Pelée, survient. Elle fait 28 000 morts et ne laisse qu'un seul survivant, parce qu'à l'époque, il y avait en même temps une élection législative qui devait se tenir. Et du coup, les autorités n'ont pas évacué la ville. Et donc la capitale, Saint-Pierre, qui était considérée comme la capitale des Caraïbes, a été détruite, de même que le Prêcheur, qui est la commune juste à côté. Et à partir de là, les autorités ont interdit d'habiter et ont rayé ces villes-là de la carte. En 1928, on a eu une seconde éruption qui est appelée la petite éruption, qui elle a pu être prévenue. Donc une partie des habitants allait se réfugier. Et là, cette fois-ci, on a définitivement arrêté on a clairement rayé les deux villes de la carte, mais les habitants sont revenus habiter en invoquant l'argument nourricier sous un référendum populaire à l'initiative du maire, puisqu'on est sur le grenier de la Martinique avec les terres les plus fertiles de l'île. Du coup, ils sont revenus s'implanter, malgré les interdictions, sur la bande littorale, ce qui explique qu'on ait en fait cette forme de cordon d'habitat informel en bordure littorale. Et ici, alors une image l'autre versant, donc côté atlantique de la Martinique, le quartier Nord-Plage à Macouba,
où là, les habitants ont été obligés de partir, en fait, face à la montée des eaux. Et du coup, on a cette situation d'urgence où la fuite a été nécessaire et le relogement a été fait dans des conditions assez compliquées et qui laissent des traces, en fait, d'une ville détruite. Du coup, nous, on devait intervenir pour penser une recomposition spatiale et du coup éviter aussi ce genre de situation, tout en montrant qu'elles existaient, dans une question d'acceptabilité. Donc dans une sorte de relevé de l'existant, on a ici un peu l'archétype des restaurants de bord de mer antillais, où en fait ils sont particulièrement résilients à la houle cyclonique et au vent cyclonique. On voit qu'ils sont constitués d'un bloc dur en fait, qui renferme l'adduction des réseaux et les principales fonctions de la cuisine, et puis la partie réfectoire en fait, est construite en matériaux locaux, des assemblages très simples et légers, qui sont soufflés sous la houle cyclonique et qui du coup sont facilement reconstructibles. Et finalement, le passage du cyclone qui dure de 24 à 72 heures est facilement vivable et l'activité reprend. Du coup, nous, on s'était posé la question, est-ce qu'on ne peut pas transférer cette résilience de l'échelle architecturale à l'échelle territoriale? Et pour ça, on s'est inspiré entre autres de l'habitat précolombien, où à l'époque des Caraïbes, en fait, ça se constituait en regroupement familial avec un équipement collectif au centre qui servait à garder les denrées alimentaires et servait aux usages collectifs de la communauté, et puis une série de cases plus modestes qui étaient simplement pour la nuit et pour les familles. Et entre celles-ci se déployait une agriculture médicinale et vivrière dans ce qu'ils appellent du coup le jardin Caraïbe, donc c'est cette forme de village et d'habitat, qui au travers des siècles ensuite s'est densifié jusqu'à arriver ensuite au jardin créole antillais qu'on connaît, donc ici avec un relevé de cases plus modernes, et où on voit déjà ce qu'on voyait tout à l'heure avec différents types d'habitats entre le bloc dur et puis un grand espace qui se déploie en varangue sur l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui est densifié finalement dans le cordon littoral d'habitat informel, et où on a une sorte de jardin Caraïbe modernisé, on va dire, dans les différentes ruelles, où on est dans un urbanisme qui ne correspond plus du tout au canon d'un cadastre ou d'un adressage d'un îlot sur une voirie, mais plutôt dans un entrelac d'espaces publics semi-privés qui se joue entre le seuil, la varangue, tous les espaces semi-extérieurs couverts qui vont le contourner, et où du coup on doit traverser, s'il y avait des parcelles, on devrait traverser la parcelle du voisin pour aller chez soi. On n'est pas dans une logique de réseau et d'agglomération de parcelles autour d'un réseau viaire. Donc pour dresser la stratégie de projet, elle s'énonçait en un slogan de 3 axes assez simples, qui étaient habiter les reliefs, cultiver les creux et se déplacer en bateau. Et pour ça c'était plutôt un schéma énoncé, pour le mettre en place, plutôt que d'aller vers une logique de plan masse ou de dessin figé, on a proposé 3 outils. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais c'est simplement pour montrer le lien entre économie et forme du territoire. Le premier qui était une monnaie locale, où en fait le mode de financement influençait directement du coup la forme urbaine telle qu'on l'avait énoncée précédemment, du coup celle d'un équipement sur lequel on allait mettre l'effort financier et technique, et puis un habitat plus modeste, plus souple qui se déploie tout autour. Parallèlement à ça, on avait développé l'idée d'un pacte de conjugaison du territoire, qui était plutôt de sortir de la logique des PLU et de zoning, d'aller vers quelque chose qui prend les aléas naturels et leurs emprises comme étant quelque chose de mobile, et qui, en fonction du milieu, allait donner, donc en bas ce qu'on voit c'est des traces, donc, ce qu'on a appelé les traces, qui sont à l'inverse d'un système parcellaire, plutôt la manière de gérer la pente avec l'hydrographie. Donc suivant le niveau de pente, on ne voit pas très bien avec la projection, mais on avait des haies soit perpendiculaires à la pente, soit parallèles, et celles-ci permettaient de tenir la terre naturellement, de renaturer un milieu sur les emprises agricoles qui étaient pour beaucoup glyphosaté. Et du coup, c'était aussi une manière de faire rentrer une sorte de paysage sécuritaire par le vivant. Et ensuite, on avait un bail écosystémique qui est là, reposait des questions de foncier et d'habitat informel. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée, c'était de montrer aussi qu'on pouvait adapter la façon de distribuer un loyer et des droits d'usage aux saisons, au climat et au mode de vie. Du coup, ici, on voit ce que pourrait donner donc habiter les reliefs, cultiver les creux, se déplacer en bateau. Là où en gris, on avait le village actuel. Et puis après, c'était de placer en tête de morne des équipements collectifs, comme une école, qui puissent servir de refuge en cas d'événements climatiques.
Et puis autour de ces refuges, l'habitat se déploie là, sur les lignes de crête. Et au droit de chaque morne, on vient avoir des appontements pour le jour où la route littorale aura disparu, pouvoir circuler avec le reste de l'île et échanger avec le reste de l'île. Du coup, ensuite, sur l'habitat, une fois qu'on a entamé une recomposition spatiale, les deux aléas et risques qui restent principaux, c'est le séisme et le cyclone. Et du coup, là, ça pose plus la question, on va dire, de l'architecture en tant qu'émergence d'un milieu social et environnemental. Du coup, l'enjeu principal, c'était aussi de proposer une alternative au mode de production du logement actuel qui, bien qu'on soit sous un climat antillais et tropical, reproduise en fait des opérations semblables à n'importe quelle banlieue métropolitaine, avec bon, la photo est volontairement mal cadrée pour au moins le mettre en valeur, mais des façades compactes avec peu d'ouverture, quasiment peu d'espace extérieur, des matériaux de construction à forte inertie thermique, donc qui est qui est un avantage chez nous, mais complètement un désavantage exposé au soleil. Des espaces publics qui se réduisent à de l'imperméabilisation, peu d'ombre, et puis de la circulation voiture et non pas piétonne, alors que le mode de vie antillais est plutôt porté sur l'extérieur. Là, ici, on a un logement qui est plutôt replié sur l'intérieur. Donc on ne voit pas du tout, mais ça, c'est un exemple d'habitat dans la pente. Donc ça demande un peu d'imagination, mais disons qu'en fait c'est tenu sur les courbes de niveau qu'on reconnaît avec les haies, donc de préserver les corridors écologiques et hydrographiques et d'avoir un système de circulation qui s'adapte à la pente et qui reprend un peu les schémas non adressés sur le réseau viaire pour avoir différents types de nature et de jardins possibles, du jardin d'agrément jusqu'à la nature, on va dire, vierge. Et tout ça dans une logique de non-parcellisation, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le montage exact, mais de faire en sorte que le tracé des parcelles ne soit pas visible et qu'on soit plutôt sur un espace partagé, commun et collectif. Du coup, c'est ce qu'on retrouve ici en plan avec différents espaces intérieurs, extérieurs, et où on voit que finalement la réduction, on donne la majorité à l'espace extérieur à l'intérieur des logements, et c'est dans une continuité entre le couvert et le non couvert. Et donc tout ça a été réfléchi dans une logique vis-à-vis du cyclone principalement et de l'autoconstruction. Enfin, et du séisme aussi, mais disons que le séisme c'est plus facile à résoudre. Donc il y avait 3 registres de construction. On voit ici donc un noyau en maçonnerie de site, donc à base principalement de terre et de pierre de l'Aar, donc récupéré depuis les coulées de boue depuis la montagne. Et donc ce noyau-là qui renferme, comme on l'a vu tout à l'heure, l'adduction des réseaux avec les fonctions essentielles, dormir, se laver, manger. Et puis une grande varangue dans laquelle on peut venir insérer des modules. Alors bon, on ne voit rien, mais il faut imaginer un peu. Et qui permettent d'ajouter comme ça des pièces à la fois dans le temps et à la fois dès le départ, pour l'évolution de la famille ou pour commencer avec un petit budget et l'augmenter. Puis à la fin, on mobilisait plutôt les fibres sur les questions de brise-soleil. Et du coup, ça donne comme ça une gradation d'autoconstructibilité du logement, puisque comme on est en habitat informel, l'enjeu c'était aussi que les familles puissent autoconstruire leur logement et qu'on ne vienne pas avec un produit tout fait. Et en même temps, ça permet de réduire le coût de construction sur un petit espace, tout en maximisant, on va le voir ensuite, les espaces d'usage du logement. C'est-à-dire qu'on a un ratio de clos couverts inverse à ce qu'on pourrait avoir en métropole. Pour 43 mètres carrés de clos couverts, en fait, on va avoir 103 mètres carrés pour un T3 d'espace de vie. Là où en métropole, un T3, c'est 63 mètres carrés, c'est la réglementation, il faut que ce soit clos couvert. Donc ça, c'est dérogatoire à la réglementation, mais c'est un travail qu'on est en train de mener pour essayer de le faire aboutir. Du coup, rapidement, on voit sur la gauche la version en plan à l'année, on va dire. Et puis à droite, la version cyclone qui dure de 24 à 72 heures, où en fait, en réduisant du coup finalement tout un certain nombre de pièces qu'on n'aura pas eu à payer et à construire, elles sont quand même utilisables dans un climat tropical. Et puis en épisode cyclonique, on peut quand même se replier et être protégé à l'intérieur. Donc ce noyau de base, on l'avait fait varier ensuite sur un tableau de variation qui servait en fait à montrer toutes les typologies possibles d'une part, et en même temps toute l'appropriation laissée possible par justement cet assemblage modulaire. Et ensuite en coupe, du coup on voit qu'en fait la question, c'est un logement qu'on pourrait qualifier de bioclimatique, mais
c'est là où en fait, entre le tableau de variation d'un côté, et les éléments aléas naturels et le climat de l'autre, l'architecture, elle émerge un peu comme étant la traduction spatialisée et formalisée en fait, de deux grandes dynamiques, l'une liée au contexte social et l'autre liée au contexte environnemental, quoi. Et finalement, les risques naturels, ils interviennent un peu comme la raison d'être de l'architecture, dans le sens où c'est... le travail de Philippe Rham, par exemple, dans une histoire naturelle de l'architecture, explique la nature homéotherme du corps humain, et que les vêtements viennent justement parer aux conditions climatiques extérieures, et que l'architecture serait finalement l'augmentation de ces vêtements pour y vivre à plusieurs à l'intérieur. Et donc ça procède de ce que Rainer Banham appelle le mode sélectif, donc la sélection des conditions atmosphériques désirables. En l'occurrence, là, c'est l'ombre, la fraîcheur et une ventilation naturelle, et l'exclusion des conditions atmosphériques indésirables, qui là, en l'occurrence, sont rayonnement solaire intense, vent violent et pluie, et qu'on pourrait traduire à l'inverse sous nos latitudes. Et du coup, finalement, parce que le corps humain risque l'insolation, parce qu'il risque de pleuvoir ou de venter, parce qu'il risque la terre risque de trembler ou le ciel de s'emporter, les risques naturels sont finalement la raison d'être de l'architecture. Dans ce sens-là. Et du coup, 5 minutes, je vais essayer de faire vite. Et donc, en fait, l'habitat bioclimatique devient donc cette traduction du milieu. Et alors, bon, je vais passer vite parce que la troisième partie, du coup, elle était plutôt sur les questions philosophiques, mais finalement, de poser ces questions-là de relation entre le milieu, les humains et les non-humains en Caraïbes, on a essayé de s'y intéresser aussi à travers les écrits de Malcolm Ferdinand, qui lui parle d'une double fracture sociale et environnementale. Je ne vais pas rentrer dans le détail du coup parce qu'il n'y a plus le temps, mais derrière en fait le travail qu'on a été amené à mener, la question de la créolité ressort en permanence. Et du coup lui, à l'inverse de l'anthropocène, il parle de plantationocène, qui serait une ère qu'on traverse aujourd'hui due, avec le changement climatique, due en fait à la transformation du monde en plantation, à travers finalement les différents empires coloniaux qui ont modelé le reste du monde à leur image. Donc sur cette carte, c'est plutôt l'Empire britannique, mais on voit autour la question de l'emport de chaque civilisation qui va avec, et qui ont conduit à des effondrements locaux de chaque société et biodiversité, et qui a transformé du coup la terre et le monde en plantation. Donc en fait, ce qu'il appelle plantationnisme fait émaner une forme d'habité colonial qui emporte avec lui un mode de transformation du paysage et du coup un résultat formel du territoire auquel on a affaire. Et ici, du coup, on voit différentes plantations, y compris aux États-Unis, donc c'est pas qu'une question tropicale et caribéenne. Et de là, en fait, aujourd'hui, on est toujours dans ce paysage-là. C'est-à-dire que même si on a changé certaines règles politiques ou modernisé un certain nombre de façons de faire techniques et mécaniques, le résultat du paysage dans lequel on habite, c'est toujours le même. Et je passe rapidement, mais du coup, dans le projet que je viens de présenter, à chaque fois qu'on essaye de le passer à l'opérationnel, on a un certain nombre de freins législatifs, réglementaires et normatifs, que ce soit à l'échelle territoriale et urbaine, mais aussi à l'échelle architecturale et même constructive. Et finalement, à chaque fois, ces règles-là, elles émanent d'un mode de pensée et d'un mode de faire qui renvoie à ce que Ferdinand décrit comme l'habité colonial, donc cette forme qui va avec l'agriculture intensive, l'extraction des ressources et le mode de transformation du territoire avec l'habitation et tout ce qui s'y déploie. Et là, par exemple, sur la question de deux filières, autrefois on construisait à la briqueterie avec tout un tas de produits différents. Aujourd'hui, ils ne produisent plus que de la brique parasismique, qui est finalement l'équivalent d'un parpaing en brique de terre cuite. Et ça, c'est uniquement pour une question de normalisation. C'est-à-dire que parce qu'on est en Europe, en Martinique, parce que les eurocodes sont passés, aujourd'hui, les tuiles qu'on achète en Martinique, les carrelages, les enduits, sont importés d'Italie. Et pour une raison de coefficient d'étanchéité de la tuile, alors qu'on a quand même des édifices qui sont là depuis 200 ans et qui démontrent l'étanchéité de chaque matériau et de résistance à je ne sais quel séisme ou cyclone. Je passe rapidement, mais la même question se posait pour le bambou. Dans d'autres pays, c'est largement démontré sa résistance au séisme. En France, la réglementation interdit tout transport de bambou, y compris mort, alors qu'il y a une gestion en permaculture qui en est possible.
Je passe pour arriver à la conclusion. Et du coup, en alternative aux plantations nocènes, Ferdinand lui parle de marronnage, qui décrit comme étant la naissance de la créolité. Donc le marronnage, c'était la fuite des esclaves de l'ordre colonial qui se retrouvaient dans la forêt pour créer les communautés résistantes. Et par là, ils ont recréé un lien à la nature selon les traces précolombiennes qu'ils ont trouvées. Et du coup, il explique que c'est à partir de ce moment-là que l'esclave reprend sa liberté et devient natal, enfant des Amériques, par une métamorphose créole. Et du coup, on peut se poser la question à travers les différents... Alors, pas forcément le projet qu'on mène, mais la question que pose en tout cas la résilience face à la montée des eaux due au changement climatique, comme elle amène à se reposer ces questions de lien matriciel entre humain et non humain du milieu caraïbéen, finalement, elle repose la question d'une potentielle seconde métamorphose créole et du coup de voir finalement ce qui serait une catastrophe plutôt comme l'opportunité d'une réaffirmation de la communauté locale. Et puis pour finir, une citation du maire qui, à la suite de l'étude et encore aujourd'hui, quand on lui demande pourquoi continuer à habiter là-bas face à autant de risques, il explique que justement, si on partait de là-bas, ce serait aussi l'aveu d'un échec et de ne pas avoir réussi à transformer nos modes d'habitat et de fonctionnement en lien avec les aléas naturels, aussi forts soient-ils. Donc ce serait aussi l'aveu d'un échec de nous autres concepteurs et puis de l'ensemble des politiques. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, j'ai dû légèrement dépasser. Merci Félicien. Dans cet après-midi où je m'accroche un peu à l'idée d'abri ouvert, vous avez vu, si j'en ai présenté un sur l'échelle d'un quartier, Isabelle l'a présenté sur l'échelle d'une ville et Félicien vient de nous le montrer, on va dire, à l'échelle d'une maison. Jusqu'à l'étanchéité qu'il condamne à l'échelle de la brique, voire le transport du bambou. Donc c'est comme si on s'était concerté avant, mais ce qui veut dire que on pourrait le faire aussi à l'échelle de nos cerveaux, entre l'idée de chercher un abri ou de chercher à s'évader. Un petit mot, parce que, y compris le maire, Marcelin, c'est ça, du prêcheur, qui a dû faire tous les colloques du ministère de la Transition écologique aussi, c'est quand même un gars courageux. Et qu'il nous faut aussi de temps en temps, dans ces difficultés-là, des élus. Le maire de Saint-André d'Argenteuil aussi a l'air d'être convaincu de ce qui est en train de se passer. Et je pense que cette présence des individus, avant de parler de leurs citoyens, est très importante. On change, mais on prolonge finalement avec le quartier, la ville, la maison, les matériaux vers le paysage. Et on accueille Andrea Oldani qui vient nous raconter ça depuis 1000 ans. Good afternoon. Eh bien, bonjour. Alors, il va falloir que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Écoutez, ici, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un travail que nous avons réalisé dans la ville, dans la zone métropolitaine de Milan. Évidemment, cela reflète la recherche depuis que j'ai fait mon doctorat qui porte sur le paysage de l'infrastructure contemporaine et surtout lorsque l'on combine l'architecture, le design et le paysage, et notamment au regard de la transformation des rivières et de l'infrastructure hydrique. Et nous travaillons énormément avec les étudiants sur ce sujet. Et donc, avec la municipalité de Melzo, j'ai réalisé une recherche en nous concentrant sur la Molgora, qui est un petit ruisseau, une petite rivière, disons, qui va du nord des préalpes et qui s'écoule vers la ville métropolitaine, la zone métropolitaine de Milan. Donc le point de départ de ma réflexion, c'est surtout le rapport entre les rivières et la dynamique naturelle artificielle. Comme nous pouvons voir ici, sur ces dessins, que les rivières sont des milieux extrêmement instables et qui sont soumis à des modifications permanentes. Et donc, cette inestabilité représente également les forces qui, avec le passage du temps, contre lesquelles les hommes luttent, et tout en tentant à chaque fois de modifier le cours des rivières. Voilà quelques dessins
dessins que l'on peut voir qui sont issus de livres du XVIIe siècle sur la façon dont pouvoir gérer les eaux du Tibre à Rome. Nous voyons aussi que la technologie à l'époque n'était pas très riche. On travaillait avec des matériaux naturels pour essayer de combiner avec des bords artificiels, et donc ici, on vit une transformation tout à fait massive. Voilà, ici, partout, nous pouvons voir ces rivières très artificielles où il n'y a absolument plus d'espace pour la nature, mais en même temps, il n'y a pas de place non plus pour les êtres humains, pour le paysage non plus, mais toujours un niveau de risque qui est extrêmement élevé. Et la Molgora est le reflet parfait de cela. Ici, on voit par exemple une relation tout à fait classique entre le déséquilibre ou l'équilibre plus exactement écologique, naturel de la rivière et toutes les conditions qui vont apparaître au cours du temps dans un développement urbain. Et la Molgora se trouve exactement dans cette dernière catégorie avec tout ce déséquilibre. C'est une catégorie qui est très éloignée évidemment des conditions naturelles, mais également, et ça ce n'est pas la Molgora, mais c'est une autre rivière qui s'appelle la Morla. Donc les noms sont très semblables, même s'il s'agit de rivières différentes. Mais c'est exactement les conditions dans lesquelles elle se trouve, qui représentent un autre type de risque, n'est-ce pas? Le risque d'inondation tout à fait courante, le risque hydraulique de façon générale, mais le risque également de perdre toute structure écologique, tout lien écologique le long des berges de la rivière, la perte de contenu entre les hommes et la rivière, et puis le risque de vivre dans un environnement où la rivière finalement représente un problème, et donc les gens ont peur de la présence de la rivière. Ils cessent de reconnaître la valeur qu'a la rivière, qui fait une partie très importante de l'environnement originel. Donc c'est une photo que j'ai prise de la Morla qui représente bien clairement la façon dont finalement elle ne peut plus s'écouler librement, elle est enfermée. Voilà, ici nous trouvons vraiment la situation que l'on trouve ici le long de l'axe de la Molgora. Vous voyez ici le lit de la Molgora qui descend des Alpes, où elle s'écoule de façon tout à fait naturelle, dans des conditions tout à fait naturelles, et puis ensuite elle s'écoule dans une région extrêmement densément peuplée qui en partie correspond à la ville ou à la zone métropolitaine de Milan, où finalement le lit s'écoule le long de berges artificielles et où ce qui est le cas dans de nombreuses villes. Et bien entendu, ici, cela représente également des conditions extrêmement problématiques quant aux risques. Vous voyez donc ici une cartographie des risques, mais également une carte qui représente tout à la fois cette artificialisation des rivières. Donc nous avons des berges artificielles, mais également beaucoup de points de passage. Et ici, cela représente toute la série de ponts qui enjambent finalement la rivière. Donc, en fait, les ponts créent des obstacles sur le cours de la rivière en créant évidemment des problèmes lors des inondations, lors des crues. Évidemment, cette carte ne correspond pas exactement à la réalité, mais les berges en béton sont extrêmement dures. Donc, l'impression que l'on a ici en voyant cette carte, c'est qu'elles sont sûres, en fait, mais ces berges de béton artificiel sont très anciennes et sont potentiellement soumises à des problèmes, surtout lors des crues, et surtout le risque d'effondrement est un risque tout à fait réel, véritable. Ici, comme nous voyons sur ces photos, on voit un petit peu le paysage autour du lit de la rivière, une combinaison entre des terres agricoles où finalement la rivière suit son cours tout à fait logique, normal, morphologie, et puis là également des lieux où elle court le long de zones urbaines, mais également ici dans une zone agricole, comme vous pouvez le voir sur cette photo.
tout lien écologique, toute relation écologique disparaît. Elle a disparu parce que la rivière est également extrêmement polluée, donc les arbres sont morts finalement. Les arbres ont cessé de pousser le long de ces berges et aujourd'hui, les conditions écologiques de l'eau sont bien meilleures, elles se sont améliorées. Il y a à nouveau des poissons, mais les arbres, évidemment, n'ont pas repoussé en raison de différents problèmes. Mais revenons un petit peu en arrière, donc l'étude de cas que j'ai présentée à mes étudiants, donc la municipalité de Melzo. Ici, vous pouvez voir comment la Molgola traverse la ville de Melzo. Voilà, la même situation en 1954. Et comme vous pouvez le voir, la rivière, la Molgola, était encore complètement à l'extérieur de la zone urbaine de la ville de Melzo et elle faisait partie donc d'un réseau écologique extrêmement clair. On voit qu'il y a des arbres le long du lit de la rivière et également une sorte de bocage avec des petits arbustes qui séparent les parcelles. Donc une complexité écologique très intéressante. La rivière avait déjà été artificialisée avec des berges artificielles, mais ces conditions étaient encore, comment pourrais-je, presque naturelles. Puis finalement, la ville s'est développée vers la rivière, donc avec des installations industrielles qui se sont implantées, et puis par la suite, une expansion, bien entendu, de zones résidentielles, essentiellement des maisons, des petits pavillons destinés à des familles. Et ici, en 1962, vous pouvez voir le premier quartier aux confins de la Molgola qui commence à naître. Et c'est là, avec une nouvelle fragmentation, avec la création de nouveaux ponts, bien entendu. Évidemment, la situation n'a fait que s'empirer au cours des années 1970, mais il y avait encore des lieux encore de préservation écologique. Et puis là, nous arrivons en 2019. Et là, la situation montre que la rivière est complètement à l'intérieur du tissu urbain. Elle est comme imbriquée. La Molgola est également un lieu de fragilité, et ce pour différentes raisons. Je l'ai déjà mentionné, les risques hydrologiques de crues. Bien entendu, tous les 2 ou 3 ans, il y a évidemment des inondations. Et puis, la fragilité également en matière de visibilité de la rivière au cœur de la ville. Mais cette situation, à mon sens, s'est vue vraiment aggravée par la pollution. Ici, nous voyons 2 étapes de pollution qui sont assez intéressantes. Le premier est au cours de la période fasciste, 1929. Il célébrait l'ouverture d'un égout, de l'égout de Melzo. Et voilà, c'est le mystère des canaux d'égout ici dans la Molgola. Ça représentait la modernisation, bien sûr. Tous les principaux édiles de la vie publique étaient là, prenaient la photo, prenaient la pose, vraiment au-dessus des flots, des égouts qui s'écoulaient. Ici, c'est un peu la photo de famille. Et on peut voir comment notre perception a changé avec le cours du temps. Puis, dans les années 70, cette espèce d'îlot flottant de plastique, de toutes sortes de déchets, de matériaux qui ont été déversés dans la rivière. C'était vraiment comme un égout à ciel ouvert. Évidemment, le résultat d'une industrialisation sauvage, le problème des égouts et de l'assainissement qui aujourd'hui ont été résolus. Et puis ici, eh bien, nous voyons un peu les situations actuelles de la rivière. On ne peut vraiment, on ne sent aucune présence naturelle dans la ville, mais c'est un peu plus naturel, bien que hautement artificiel. La rivière traverse des lieux très importants ayant certaines qualités, notamment ici, où elle traverse toute une zone, une aire de jeu sportive avec un fort potentiel quant à de possibles nouveaux développements, mais également de risques très élevés. Ici, nous voyons qu'il y a certaines parties souterraines du bâtiment qui sont presque au-dessus ou même en dessous du niveau des eaux. Donc, c'est
également notre approche de la rivière qui, à l'époque, au cours des années, s'est avérée extrêmement erronée. Voilà, je vous montre un petit peu les conditions, les situations qui montrent la situation que l'on présente aux étudiants, et puis tout en suivant un certain nombre d'indications qui nous sont données par l'administration. Donc, l'un des sujets de mon étude porte justement sur les zones traversantes. On a traversé sur 5 différents croisements où s'est concentrée notre étude. 2 d'entre eux sont les points de transition entre la campagne et la ville, et 2, en revanche, se trouvent à l'intérieur de la ville où il y a des espaces verts qui, désormais, sont complètement divisés, séparés, éloignés de la rivière. Et donc, l'idée, c'est de réengager la rivière dans la dynamique de ces espaces verts, mais également trouver des solutions lors des crues et réétablir, reconstruire un réseau écologique. Ici, nous voyons un peu certains des travaux qui ont été réalisés, un seul par chacune des zones. Je ne vais évidemment pas tout expliquer parce que ce sont des projets réalisés par des étudiants en 3e année d'architecture, mais je crois que l'expérience même a beaucoup de sens parce qu'on voit un peu un joli dessin qui est tout à fait réalisé. L'idée, c'était de créer une sorte de parc hybride où certaines zones sont inondables et peuvent donc produire également une amélioration de la valeur écologique de l'eau, mais également des lieux de loisirs pour verdir constamment les berges le long de la Molgora. Ce type de projet, par exemple, certains étudiants ont présenté des propositions très détaillées concernant la purification de l'eau, soit son stockage, sa réutilisation, et bien entendu, tout cela est le reflet de cette époque affectée par le changement climatique. Et ici, là, on voit comment on peut utiliser l'eau de la Molgora comme matériau pour l'espace public et également comment, par exemple, rediriger, grâce à des collecteurs situés dans les rues, dans les bâtiments, également rediriger les eaux de pluie vers l'eau en utilisant certaines formes permettant ainsi de réorienter les eaux purifiées vers la rivière. Là également, nous sommes tout à fait proches de l'espace sportif, du centre sportif. C'est un autre lieu. La discussion portait sur le fait que comment pouvoir redonner de la naturalité à cet espace, créer plus d'humidité, comment recréer cet espace public qui est en fait l'espace public de la rivière, la Molgora. Et ici, dernière image où le sujet également, l'idée était de créer une sorte de renaturalisation avec l'implication de l'espace public dans une sorte de centre le long d'un parc qui serait linéaire, le long de la berge, n'est-ce pas? C'est assez une sorte de nécessité didactique, on pourrait dire. Voilà, je crois que c'est une expérience qui est tout à fait intéressante, particulièrement si je la compare à ma recherche actuelle, parce que je travaille à l'heure actuelle sur la question de la maintenance, de l'entretien. Par exemple, la Molgora exprime réellement la réalité qui exige beaucoup de maintenance, d'entretien. Nous parlons là de travaux hydrauliques ou d'ouvrages hydrauliques qui ont plus de 50 ans, bien entendu. La stabilité des berges, la qualité des ponts, et également tous les zones, les parcs le long de la berge sont extrêmement fragiles. Donc, comment aborder la maintenance, l'entretien d'une façon créative? C'est quelque chose de très important pour moi et je pense que les projets, de façon générale des étudiants, sont une sorte de résultat visible de tout un long processus, certes, mais qui finalement n'aborde pas forcément l'entièreté de la complexité que représentent ces éléments physiques de l'espace. Voilà, merci beaucoup. Andrea, merci beaucoup. C'est vrai qu'on peut s'étonner de cette violence de mettre la rivière dans cet égout, mais je suis impatient d'écouter juste après Angela Dominique nous reparler ce soir du vivant, parce que quand on voit les images, on peut en être surpris. J'ai allumé le PPRI du prêcheur pendant que
on était là, on pourra en reparler tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que la conscience entre prudence, règlement et invention n'était pas tout à fait là, mais ce qui veut dire que cette question de la règle dans les inventions, de l'abri et de l'ouvert, est encore à discuter. Angela, je ne vous vois pas, mais je ne vous connais pas, c'est pour ça que je ne vous vois pas. Vous êtes là. Vous venez de Berlin et vous nous parlez des refuges essentiellement et des migrations. À vous, et puis après à Dominique. Hi. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Angela Alcantara. Je viens à l'origine des Philippines et je suis à l'heure actuelle architecte. Je fais de la recherche et j'habite à Berlin. Donc, je vais parler fondamentalement des implantations face au risque des établissements provisoires en tant que dispositifs persistants. Enfin, et puis, comment on peut transformer un espace, notamment avec l'arrivée de migrants dans de les villes, et sans parler évidemment de la pandémie que nous avons traversée. Les espaces pour les refuges sont là constamment. Les désastres, les risques, les repoussent sans cesse. Ces problèmes auxquels nous sommes confrontés constamment ne peuvent pas disparaître. L'évolution fait également les problèmes récurrents, les désastres se sont produits et les établissements provisoires sont généralement temporaires, des solutions à court terme et bien plus souvent que le contraire. Et souvent, elles deviennent des solutions à long terme. Donc ici, dans les pays en développement, cela est beaucoup le cas, mais ce n'est pas limité exclusivement au monde en développement. Il y a 3 leçons particulières dont j'aimerais parler aujourd'hui, que nous envisageons à chaque fois que nous reconstruisons des espaces. D'abord, la grille, l'électricité, l'accessibilité et l'éclairage. Donc, je voudrais partir de 3 exemples de la ville dans laquelle je vis, qui est Berlin, pour commencer d'abord ici avec l'aéroport Tempelhof. Le centre international de congrès de Berlin est un petit peu différent, c'est cette petite maison le long du canal. Donc, le point de départ de cette idée a commencé avec l'idée assez triviale de la différence, qui est quelque chose qui est différent, en parlant de la philosophant avec l'idée de J. Jacobs' Lies on the Streets et considérant les efficacités et les côtés peu pratiques d'une ville, je travaillais sur la notion commune qui marque la différence et qui, dans sa persistance, a une grande valeur. Donc, passons d'abord à l'étude du premier cas. Voilà, ici, c'est l'un des hangars de l'aéroport Tempelhof. Ce sont des hangars à aéroport, un petit peu comme des ateliers. Elle a été construite avant l'ère nazie et il a fermé en 2008. Ici, on voit le salon des arts, d'art moderne à Berlin. Et bien entendu, toute cette zone a également été transformée dans un immense parc qu'on appelle Tempelhof, parc Tempelhof. Mais en 2015, eh bien, il s'est transformé en un camp de réfugiés immense, accueillant plus de 3000 réfugiés. Donc, vous voyez, on a utilisé évidemment les mêmes modules que pour l'image précédente. Mais je voudrais parler de la première leçon dont j'ai parlé. Donc, le groupe. L'idée générale, ce sont des abris à court terme pour accueillir des réfugiés avant qu'ils soient envoyés dans d'autres zones du pays. Mais les nombres réels ont montré que finalement, ces séjours qui ne devaient durer que quelques semaines sont venus durant des mois. Et évidemment, on le voit, il y avait des petits modules pour pouvoir dormir avec une moyenne de 10 lits, mais qui ne signifiait pas qu'il devait y avoir 10 personnes. Donc, vraiment, ils devaient répondre aux besoins vraiment essentiels, tout en même temps répondant à certains besoins sociaux. Mais cela s'est présenté, c'est une solution logistique dans un événement comme celui-ci, par exemple. Imaginons une inondation au milieu d'une ville européenne de façon tout à fait inattendue. Eh bien, il fallait être en mesure de construire ce genre de structure et pour pouvoir offrir des abris à des personnes. Mais si on le regarde dans une autre perspective, n'est-ce pas, de façon un peu plus dramatique,
image un petit peu plus vraiment plus dramatique. Donc entre les petits modules, des modules pour de chambres, donc on voit que cela forme un petit peu des allées, des rues. Et donc les abris de secours sont censés être des quartiers d'accueil à court terme, mais cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas en tirer quelques considérations portant sur l'humanité. L'utilisation formelle de ces lieux, notamment à Tempelhof, on a réussi à répondre aux besoins, permettant ainsi ces espaces entre les groupes. Donc, je voudrais passer à un autre groupe, qui est un autre colosse de l'architecture berlinoise, qui est le centre de congrès. À la différence de Tempelhof, le ICC est décentralisé dans une autre bout de la ville et il représente vraiment, c'est une architecture très connue en Allemagne, mais en 2015, eh bien, il a été transformé en également un centre d'urgence, d'accueil pour des migrants. Donc, évidemment, c'est un programme qui s'est réalisé parallèlement à celui de Tempelhof, probablement à l'ICC. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de fenêtres dans l'espace, il n'y a pas de lumière naturelle pratiquement. Donc, réellement, ça donnait une impression un petit peu stérile. On peut voir qu'on a mis des éclairages, des bâches, notamment en raison des nombres d'enfants qui étaient là. Il a fallu évidemment tout organiser cela, mais ces interventions, malheureusement, n'ont pas contribué à un bien-être. Donc, c'était malheureusement le premier point de contact où échouaient les personnes qui arrivaient de zones en guerre ou elles avaient souffert des crues, des inondations. Donc, c'est le type d'espace que l'on offre, même pour un court terme, qui est un refuge. Et c'est très important de considérer comment nous traitons tous ces espaces et comment nous voyons des choses telles que la lumière, l'adaptabilité et comment cela peut vraiment marquer une grande différence. Et ici, j'aime particulièrement cette petite intervention, l'idée d'une petite fenêtre qui a été dessinée par un enfant pour se donner l'illusion qu'il y avait de la lumière. Et ce qui est intéressant également, c'est que près de l'ICC, du centre de conférence, enfin le centre d'exposition, il y a eu d'autres zones qui ont été utilisées comme des camps de réfugiés avec les mêmes conditions, la même disposition, mais avec l'ajout de la lumière, eh bien, évidemment, le lieu devient bien plus accueillant, comme on peut le voir. Très récemment, on revient effectivement sur ces mêmes modules, mais ici, on se retrouve avec une autre type d'urgence et comme on l'a fait pour l'accueil des réfugiés, on s'en est servi comme des zones d'accueil hospitalier, on va dire. Évidemment, on est là face de la migration, face à l'hospitalisation, la pandémie. Effectivement, ça représente une possibilité d'accueillir des malades à la suite de la pandémie. Mais évidemment, heureusement, ces lits n'ont jamais été utilisés, mais ça, c'est une autre conversation. Ça a été mis sur pied dans l'urgence, n'est-ce pas? Donc, nous avons la discussion entre le traitement temporaire et les soins médicaux temporaires. Mais en dehors de tout cela, parce que de façon tout à fait intéressante, c'était également au-delà de ces modules qui étaient assez particuliers. Un système de transfert a été utilisé dans les halls existants, donc les systèmes électriques, l'alimentation électrique, l'oxygène, etc., eh bien, ont été placés au-dessus et tout le reste, tous les appareils étaient au niveau du sol. Mais ce qui a été intéressant, c'est le traitement du sol, finalement, et en utilisant des codes couleurs. Ici, sur la photo, vous pouvez voir que le sol est vert, qui veut dire, disons, accueil général. Et puis, en bleu, c'est pour des cas qui exigeaient plus de ventilation. Aujourd'hui, l'ensemble de cette construction peut être utilisé à 90% de sa capacité. Mais j'ai trouvé cette comparaison avec les abris destinés aux réfugiés, étant donné que c'est une situation
qui naît de situations très contraires, mais cela peut présenter des problèmes potentiels si on les regarde dans une perspective différente. Bien que dans ce cas-ci, c'est une solution nécessaire, stérile, mais il y a une différence tout à fait avec la lumière, avec les différentes interventions que l'on peut changer. Donc ici, l'on passe au troisième cas ici, qui n'est pas du tout un pavillon comme ici, nous nous trouvons, et qui n'a absolument pas la taille de Tempelhof. C'est réellement une intervention beaucoup plus classique qui s'est réalisée également pendant la crise des réfugiés en 2015. C'est ce qu'on appelle une auberge de jeunesse pour réfugiés qui a été faite à Berlin en 2016. Elle a été transformée finalement en une auberge d'accueil pour les réfugiés. Elle a accueilli 66 résidents et donc avec 3 chambres par étage. Tout le logement est au centre et toutes les parties partagées, les lieux de loisirs sont au rez-de-chaussée. Mais entrons vraiment à l'intérieur de cet édifice et regardons un peu l'extérieur, parce que lorsque l'on sort du bâtiment et que l'on rentre, on est dans la ville, on se rend compte que le bâtiment se trouve au centre de Berlin. Si certains d'entre vous connaissent Berlin, c'est l'un des endroits les plus agréables de la vie. Tout ne ressemble pas à cela, mais c'est vraiment très intéressant de voir comment il a été... en fait, l'auberge se trouve très près d'un parc, d'une bibliothèque, donc très proche des lieux qui permettent aux personnes d'être intégrées dans la ville. Et l'architecture est tout à fait remarquable à la suite de ce. J'ai eu la chance de pouvoir le suivre du début jusqu'à la fin. J'ai également fait des entretiens avec les résidents de cela. Il a été présenté à la Biennale. Il a été appelé Mickey Helmut. Et cela, vraiment, ce sont des choses où on a beaucoup à apprendre ici, effectivement. Le besoin de logements comme cela existera certainement longtemps et pas simplement pour des réfugiés. Je ne tiens pas à rendre très romantique ces solutions temporaires, mais en tout cas, il faut se pencher sur leur existence parce que nous allons constamment avoir besoin de ce type d'espace. Il faut voir que peuvent offrir ces lieux en prenant en compte tous les composants existants et voir quels sont les intermédiaires que l'on peut utiliser lorsque se présenteront d'autres déserts. Il y a la douleur, mais il y a le fait qu'il est difficile d'échapper de cette espèce de grille dans laquelle on se trouve, la lumière, la possibilité d'avoir un aspect moins stérile, on peut échapper finalement de cet environnement. Par exemple, ce pavillon qui a été réalisé il avait été transformé en, imaginons, moyen d'accueillir des personnes en cours avec une tempête, s'il y avait une tempête en cours. Donc il faut pouvoir apporter de la chaleur, de la lumière qui soit adéquate, bien adaptée pour rendre l'espace, le fait qu'il puisse s'en approprier. Ce que je veux mentionner ici, c'est que ce n'est pas simplement imaginer qu'est-ce qu'on y fait dedans, mais où est-ce que l'on place chaque élément. Excepté la troisième partie, la plupart de ces interventions, elles sont assez bon marché, elles demandent une planification ad hoc, mais il faut prendre en compte toutes ces petites choses que l'on peut intégrer dans l'espace. On peut donc se préparer pour la prochaine catastrophe et comment nous abordons ces espaces. Si on le met dans les mots de professeur Dotney, on fait quelque chose de nouveau, mais nous répétons également quelque chose qui est ancien. Voilà, merci beaucoup.